Un milliardaire a payé un SDF pour lui donner un héritier. Mais quand le bébé est né, il a désespérément découvert que Paris, à la fin de l'hiver, exhalait ce parfum froid et métallique que seuls les trottoirs mouillés de Montparnasse pouvaient offrir. Étienne Morel, vêtu d'un manteau gris sur mesure et de gants en cuir noir, marchait d'un pas calculé en direction de son appartement haussmannien du 7e arrondissement. Les passants le croisaient sans un regard. Son visage était pourtant connu dans les cercles économiques et philanthropiques, mais sa discrétion sociale l'avait rendu invisible au commun des mortels. Derrière les façades de pierre claire, Étienne cachait une solitude taillée dans le marbre, une absence de famille, une ligne généalogique qu'il savait condamnée à s'éteindre avec lui. L'idée d'un héritier hantait ses nuits depuis qu'il avait passé la cinquantaine, et chaque tentative d'adoption se heurtait au mur silencieux de son passé personnel, trouble et difficile à expliquer. Ce jour-là, il s'arrêta devant la place de la République, observant un groupe de sans-abri réunis autour d'un feu de fortune, leurs silhouettes tremblantes dessinant des ombres tremblantes sur les murs graffités. Son regard s'arrêta sur l'un d'eux, un homme d'une quarantaine d'années, le dos droit malgré la crasse, les yeux fixant le vide comme s'il lisait un livre invisible. Il n'avait pas l'air égaré, mais concentré. Étienne s'approcha, poussé par une impulsion qu'il ne comprit pas. L'homme leva les yeux, dévoilant un regard d'une clarté déconcertante, chargé de lucidité. Il s'appelait Julien, ancien professeur de philosophie dans une université provinciale, dont la vie avait basculé après une série d'événements aussi injustes que dévastateurs. Accusations erronées, procès publics, réputation détruite, licenciement et enfin l'abandon. Étienne, après quelques échanges prudents, proposa à Julien un café dans une brasserie proche. Assis à l'arrière, dans un coin discret, ils échangèrent des mots pesés. Étienne présenta son idée sans détour. Il offrait une somme de 3 millions d'euros répartis sur 5 ans, plus un logement, des soins médicaux et une série de compensations vitales en échange de ce que personne n'aurait jamais imaginé proposer à un homme vivant dans la rue. Il voulait que Julien soit le père biologique de son héritier. Le plan comprenait l'insémination d'une jeune femme, choisie avec soin, et un contrat dans lequel Julien céderait tous ses droits parentaux. Ce serait une simple transaction, froide, sans attachement. Julien ne répondit pas immédiatement. Son regard se perdit quelques secondes à travers la vitre embuée. Il comprenait le sens de l'offre, son absurdité éthique, mais il ne vit pas en Étienne un homme immoral. Il vit un homme à bout de solutions, prêt à tout pour réparer une existence incomplète. Julien n'avait rien à perdre, et l'idée d'engendrer une vie même dans un cadre aussi déconcertant lui apparut comme une forme de rédemption. Le lendemain, il accepta. Étienne, méthodique, contacta alors une clinique privée dans le 16e arrondissement et consulta ses avocats pour rédiger un contrat irréprochable. Il fallait tout anticiper, tout verrouiller. Le choix de la mère fut confié à une agence discrète qui présenta plusieurs profils. C'est à Montmartre qu'il rencontra Camille, une serveuse de 27 ans, douce et vive, qui avait répondu à l'annonce dans un journal indépendant. Elle avait grandi dans un foyer d'accueil, rêvait de devenir illustratrice et cherchait désespérément à sortir d'un quotidien précaire. Lorsqu'elle apprit les conditions, une grossesse par insémination avec suivi médical complet et une compensation généreuse à la clé, elle hésita puis accepta, motivée autant par la promesse d'un avenir meilleur que par une intuition intime qu'elle peinait à expliquer. L'accord fut signé dans le bureau d'un notaire, sous le regard silencieux d'Étienne, le stylo tremblant de Julien et la nervosité visible de Camille. Le document stipulait que le rôle de Julien serait purement génétique, sans implication affective ou éducative. Camille s'engageait à mener la grossesse à terme et à confier l'enfant à Étienne à la naissance. En échange, elle recevrait une somme conséquente et une place dans une école d'art de renom. Tout semblait clair, chaque mot pesé, chaque virgule pensée. Pourtant, dès les premières étapes du processus, quelque chose de subtil commença à dévier. Julien, d'abord distant et froid, accompagna Camille à sa première échographie. Il ne s'agissait pas d'une obligation contractuelle, mais d'un élan imprévu. Lorsqu'il vit le cœur minuscule battre sur l'écran, un frisson le traversa. Il n'avait pas ressenti cela depuis des années. Camille aussi changeait. Elle, qui croyait pouvoir rester détachée, sentit une complicité naître avec Julien. Ils partageaient leurs peurs, leurs espoirs, leur silence.
Étienne observait cela de loin dans un silence inquiet. Il ne participait pas au rendez-vous, ne posait pas de questions, mais faisait surveiller discrètement chaque interaction. Il ne voulait pas que son projet déraille. Il avait demandé un enfant, pas une famille recomposée. Il avait acheté une descendance, pas une histoire humaine. Pourtant, plus le temps passait, plus il avait l'impression de perdre le contrôle. Julien ne paraissait plus simplement motivé par l'argent. Camille ne parlait plus seulement de l'enfant, mais de notre bébé. Le verbe possessif sonnait comme une menace. Un soir, Étienne convoqua Julien dans son appartement. Ils s'assirent face à face dans une pièce froide et silencieuse. Étienne posa un dossier sur la table. Il contenait une proposition de résiliation anticipée, une sorte d'avenant où Julien renoncerait à tout droit symbolique. Tout lien, tout souvenir. Julien le lut sans broncher, puis referma le dossier. « Ce que vous avez commencé, dit-il calmement, ce n'est pas un contrat, c'est une vie. Et une vie, monsieur Morel, ne se gère pas comme une entreprise. » Étienne ne répondit pas. Pour la première fois, il réalisa que quelque chose lui échappait. Il avait voulu construire un héritage sur des bases rationnelles, mais il avait semé une graine dans une terre humaine, vivante, incontrôlable. Dans les rues de Paris, l'hiver commençait à céder sa place au printemps. Camille entrait dans son second trimestre. Julien ne dormait plus sous les ponts, mais dans un petit studio loué par Étienne, où il avait recommencé à écrire, à penser. Et pendant ce temps, dans l'ombre, Étienne se demandait s'il avait enclenché une machine qu'il ne pourrait plus jamais arrêter. Les jours s'allongèrent doucement sur Paris, et avec eux grandissait un secret que seule Camille portait en son ventre. Le matin, lorsqu'elle quittait le petit appartement de la rue des Trois Frères, elle pressait ses mains contre son ventre encore plat, comme si elle cherchait à sentir la vie qu'elle savait être là, tapie dans l'ombre de ses cellules. Le test avait confirmé la grossesse 3 semaines plus tôt. Une infirmière avait téléphoné à Julien en premier, puis à Étienne. Chacun avait reçu la nouvelle de manière très différente. Julien, après un silence prolongé, avait laissé tomber le combiné sur la table sans dire un mot. Étienne, lui, avait simplement répondu « très bien » avant de raccrocher. Mais dans l'esprit du millionnaire, un nouveau trouble prenait racine. Le contrat stipulait tout. Le suivi médical, les visites autorisées, le silence médiatique. Étienne tenait un agenda précis, indiquant chaque étape, chaque dépense, chaque délai. Pourtant, une chose lui échappait, l'humanité qui, insidieusement, s'infiltrait entre Julien et Camille. Ce qui, au départ, n'était qu'une entente clinique et dépersonnalisée, prenait maintenant des contours de tendresse que nul n'avait anticipés. Julien accompagnait Camille à chacune des consultations. Il apportait des livres sur la parentalité, la massait lorsqu'elle souffrait de nausées, l'écoutait avec cette attention rare que seuls les écorchés savent offrir. Camille, elle, lui ouvrait peu à peu les portes d'un monde qu'elle croyait fermé à jamais, celui de la confiance. Étienne observait tout cela par le prisme de rapports réguliers qu'un détective privé lui faisait parvenir. Il lisait chaque ligne, chaque note, chaque photographie avec une rage froide. Ce n'était pas de la jalousie, mais une panique sourde. Il sentait la situation lui échapper. Il avait payé pour contrôler chaque paramètre, chaque émotion, chaque destin. Pourtant, Julien et Camille faisaient naître quelque chose de bien plus profond que prévu. Étienne se surprenait à haïr cette spontanéité, cette douceur qu'il n'avait jamais su cultiver. Pour lui, l'enfant n'était encore qu'un projet, un objectif, une transmission de nom. Pour eux, c'était déjà un être. Lors d'un rendez-vous à la clinique, Camille, installée sur la table d'examen, serra la main de Julien pendant que l'écran révélait l'ébauche d'un petit corps. Le médecin leur annonça que tout se déroulait normalement. Julien sourit, les yeux humides. Camille tourna alors les yeux vers lui et murmura « On dirait qu'il nous entend ». Julien ne répondit pas, mais il serra sa main plus fort. Dans cette salle sans faste naissait une complicité qu'aucun contrat ne pouvait effacer. Le soir, dans le studio qu'il occupait désormais, Julien écrivait de longues lettres à l'enfant. Il ne comptait pas les lui donner, peut-être, jamais. Mais il avait besoin de dire, d'exister autrement qu'à travers une promesse monétaire. Il parlait de ses erreurs, de son amour pour les livres, de ses errances, de la façon dont il avait appris à aimer la pluie parisienne, même lorsqu'elle le frappait dans la misère. Camille lisait parfois ses lettres en silence, assise sur le tapis, une tasse de tisane entre les mains. Elle ne disait rien, mais chaque mot la pénétrait comme une caresse inattendue.
Un après-midi, alors que Julien revenait d'une course, il trouva Camille assise sur le rebord de la fenêtre, les yeux rouges. Elle tenait une enveloppe dans ses mains. C'était une lettre d'Étienne, un ton sec, professionnel. Il réitérait les termes du contrat, rappelait que toute implication émotionnelle n'était ni prévue ni souhaitée et proposait de réviser la clause de contact entre Julien et Camille, estimant que leur proximité devenait problématique pour le bon déroulement du projet parental. Cette phrase, cette seule phrase, fit éclater en Camille une colère nouvelle. Elle déchira la lettre en morceaux, puis les jeta dans la cheminée éteinte. Julien la regardait sans un mot. Elle finit par dire « Ce n'est pas un projet, c'est un enfant, et je ne suis pas un incubateur. » Ce soir-là, ils comprirent qu'ils étaient allés trop loin pour revenir en arrière. Étienne sentit ce glissement. Il convoqua ses avocats. Il relut le contrat. Il demanda si des mesures pouvaient être prises pour éviter que Julien ne réclame quoi que ce soit. L'avocat, un homme sec et méticuleux, lui répondit que tant que les clauses étaient respectées, rien ne pourrait être invoqué. Mais une phrase l'alarma. Toute affection imprévue pourrait modifier les conditions d'interprétation du contrat devant un juge. Dans sa solitude feutrée, Étienne commença à douter de ses propres intentions. Il avait cru pouvoir acheter la continuité de son sang. Mais il découvrait que les choses essentielles de la vie ne se domptaient pas. Plus Camille rayonnait, plus Julien s'enracinait dans sa renaissance. Plus il se sentait exclu. Il avait tout orchestré, et pourtant il n'avait aucune place dans cette équation humaine. Il assistait à la formation d'un lien, d'un amour, peut-être sans savoir comment intervenir sans tout détruire. Camille, de son côté, réfléchissait. Elle savait que, légalement, l'enfant reviendrait à Étienne, mais au fond d'elle, une voix murmurait que cet avenir serait injuste. Julien n'était pas un simple géniteur, il était devenu un repère. Le soir, elle posait sa main sur son ventre et parlait au bébé comme s'il pouvait comprendre « Tu as un père, et il n'est pas celui qui t'a commandé, il est celui qui t'écoute. » Le printemps avançait, les arbres bourgeonnaient, et la ville recommençait à sourire. Mais dans les profondeurs du cœur de trois personnes, une tension invisible gonflait. Camille, dans un élan de courage, proposa un soir à Julien « Et si on l'élevait ensemble ?» Julien ne répondit pas immédiatement. Il baissa les yeux, pesa ses mots, puis murmura « Et Étienne ?» Camille secoua la tête. Il ne voit pas l'enfant, il voit son nom. Ces mots résonnèrent longtemps en Julien. Il savait qu'un jour il devrait faire face à la vérité, à la loi, à l'homme qui avait tout rendu possible, mais qui refusait d'admettre que l'amour n'est pas un contrat. Ce jour approchait, et rien ne serait simple. Au début, tout semblait encore encadré, maîtrisé, gérable. Les médecins prenaient des notes, les avocats relisaient les clauses. Camille suivait chaque étape de sa grossesse avec rigueur, et Julien, même s'il s'investissait plus que prévu, n'avait encore officiellement rien revendiqué. Mais les gestes simples, les regards partagés, les silences complices entre lui et Camille tissaient une toile invisible que même Étienne, avec tous ses moyens et sa précision clinique, ne pouvait plus ignorer. Dans le petit appartement du 18e arrondissement, transformé désormais en un espace presque familial, le quotidien se remplissait de rituels. Les infusions du soir, les lectures à voix haute, les promenades dans le parc des Buttes-Chaumont. Camille riait à nouveau, et Julien, sans même s'en apercevoir, avait arrêté de compter les jours depuis qu'il avait quitté la rue. Il ne s'agissait plus simplement d'assister Camille, mais de partager chaque instant avec elle. Lorsqu'elle pleurait sans raison, il était là. Lorsqu'elle chantonnait en dessinant des croquis de biberon ou de landau, il lui préparait du thé. L'enfant n'était plus une abstraction contractuelle. Il était devenu le centre d'une dynamique humaine profonde. Julien lui parlait déjà, posant sa main sur le ventre de Camille, comme s'il voulait que le bébé entende non seulement sa voix, mais son amour. Camille, de son côté, commençait à formuler à voix haute un futur dans lequel Étienne n'avait plus tout à fait sa place. Un soir, après un rendez-vous médical, ils s'arrêtèrent dans un petit restaurant coréen où Camille avait l'habitude de manger avant de s'engager dans ce projet. Entre les plats, elle le regarda longuement et dit « J'ai pensé à quelque chose. Si tu voulais, on pourrait garder l'enfant ensemble. Pas seulement pour toi, ni pour moi, mais pour lui. Il n'a pas besoin d'un monde de contrats. Il a besoin de nous. » Julien resta silencieux, mais quelque chose en lui s'ouvrit.
Il avait accepté ce rôle dans une tentative de survie. Il se retrouvait maintenant en face d'une renaissance inattendue. Il ne s'agissait plus d'argent, il s'agissait d'un avenir. Mais ailleurs, dans son appartement de l'avenue Foch, Étienne commençait à perdre pied. Il avait reçu une nouvelle série de rapports. Des photos, des résumés, des enregistrements. Tout indiquait que Julien n'agissait plus comme un simple donneur. Il s'était mué en compagnon, en futur père, en figure centrale de ce qui devait être une mécanique bien huilée. Étienne, incapable de supporter cette dérive, convoqua Camille pour une discussion. Il tenta d'être aimable, mesuré, mais son ton trahissait une nervosité croissante. Il exprima son inquiétude sur l'évolution de la situation, rappela les termes initiaux, insista sur les engagements pris. Camille l'écouta sans répondre, puis déclara calmement « Je ne suis pas une machine, ce n'est pas un service qu'on me rend, et ce bébé n'est pas un produit. » Les mots la laissèrent tremblante. Elle ne savait pas où cela allait, les mener, mais elle sentait que quelque chose était irréversible. Étienne, blessé dans son orgueil, chercha alors à recadrer les choses. Il commença à exiger plus de rigueur dans les rapports médicaux, à envoyer des émissaires pour s'assurer du respect du protocole, à poser des questions sur les fréquentations de Julien, à vérifier la stabilité émotionnelle de Camille. Ce zèle ne fit qu'intensifier le malaise. Julien en vint à penser qu'il devrait peut-être quitter le tableau, disparaître, redevenir ce fantôme des trottoirs qu'on ignore. Mais Camille refusa catégoriquement. « Tu ne vas pas disparaître de sa vie. Tu fais déjà partie de lui. » Un matin, Julien décida de parler à Étienne. Il demanda un rendez-vous et se rendit dans son bureau du quartier de la Bourse. L'atmosphère y était tendue, feutrée, presque glaciale. Étienne l'accueillit avec politesse, mais son regard trahissait une fatigue qu'il ne parvenait plus à masquer. Julien s'assit, posa les mains sur la table et dit simplement « Je ne suis pas venu pour tout réclamer, mais je ne peux plus faire semblant. Ce bébé, je l'aime, je ne suis pas là pour détruire ton projet, mais pour être à la hauteur de ce qu'il attendra de moi. » Étienne se redressa, croisa les bras, il répondit d'une voix basse « Tu n'es pas le père, tu es une pièce dans un plan, rien de plus. » Cette phrase frappa Julien de plein fouet. Il resta figé quelques secondes, puis se leva. Avant de partir, il lança « Tu ne peux pas acheter l'amour, tu peux acheter la vie, oui, mais pas le lien qui se crée entre ceux qui choisissent de se voir vraiment. » Les jours suivants furent silencieux. Étienne disparut, ne répondant plus aux appels. Camille et Julien poursuivirent leur routine. Ils commencèrent à choisir des prénoms. Ils parlèrent d'une chambre avec des rideaux jaunes, d'une bibliothèque pour enfants, d'un vieux fauteuil à retapisser. Camille dessinait plus que jamais. Julien, lui, se mit à réécrire ses vieux articles, à rêver d'enseigner à nouveau. Il ne parlait en presque plus du contrat. Ce n'était plus qu'un détail lointain, une page qu'on hésite à relire. Mais dans l'ombre, quelque chose grondait. Étienne, blessé, redoutait de perdre ce qui, à ses yeux, lui revenait de droit. Il avait tout investi, argent, temps, espoir. Il sentait que chaque jour qui passait le rendait plus étranger au monde qu'il avait initié. Il envisagea de reprendre le contrôle par voie légale, de rappeler à chacun ce qui avait été signé. Mais au fond de lui, une autre peur le rongeait, celle d'avoir déclenché une chaîne d'événements qui, au lieu de lui offrir une famille, ne lui laisserait que le goût amer de l'isolement. Le printemps avançait sans hâte, nappant Paris d'une lumière douce et dorée. Les cerisiers du parc Monceau étaient en fleurs, et les jours semblaient plus longs pour tout le monde, sauf pour Étienne. Dans son appartement, aux murs silencieux, il passait de longues heures à relire chaque ligne du contrat qu'il avait fait rédiger des mois plus tôt, traquant une faille, un oubli, un détail qu'il aurait négligé. Sa colère ne cessait de croître, nourrie par l'impuissance. Il sentait qu'il n'était plus le maître de la situation. Ce n'était pas seulement que Julien et Camille s'étaient attachés l'un à l'autre ou à l'enfant à naître, c'était qu'il lui échappait. Le lien qui devait exister entre lui et cet enfant n'était pas en train de se tisser comme prévu. Et plus troublant encore, il réalisait qu'il n'avait pas la légitimité qu'il croyait avoir. C'est alors que Maître Boudarel, son avocat, après une lecture méticuleuse du contrat initial et de ses annexes, prononça une phrase qui figea le sang d'Étienne. « Il y a une clause dont nous n'avons jamais discuté en profondeur. Elle a été insérée à la demande du notaire pour se conformer à la législation en vigueur sur la filiation volontaire. » Étienne fronça les sourcils, tendit la main et lut les lignes en question. La reconnaissance légale de l'enfant,
par le donneur génétique reste à la discrétion de ce dernier au moment de la naissance, conformément aux dispositions prévues dans le Code civil. Autrement dit, Julien avait le pouvoir de reconnaître l'enfant comme le sien. Il pouvait apposer son nom sur l'acte de naissance. Rien dans le contrat ne pouvait l'en empêcher. La promesse de renoncement, bien qu'écrite et signée, n'avait pas de force contraignante absolue selon le droit français. Le libre arbitre au moment de la déclaration à l'état civil primait. Le cœur d'Étienne se serra dans une peur nouvelle. Ce n'était plus une affaire de distance émotionnelle, c'était une question de droit, de réalité. Si Julien décidait d'endosser son rôle de père, Étienne pourrait être exclu du processus d'enregistrement, voire être privé de toute légitimité sur l'enfant. Cette perspective, qui lui aurait semblé absurde quelques mois plus tôt, devenait tout à coup terriblement plausible. Il connaissait maintenant suffisamment Julien pour comprendre que ce dernier ne reculerait pas face à un acte qu'il considérerait juste. Dès le lendemain, Étienne convoqua Julien dans un cabinet discret du Marais. Le décor était neutre, la lumière tamisée, mais la tension palpable. Julien entra sans arrogance, mais avec une sérénité que seule la conviction intime peut offrir. Étienne ne perdit pas de temps. Il posa devant lui un nouveau document, une déclaration de renonciation volontaire à toute reconnaissance légale, assortie d'un virement immédiat de 250 000 € supplémentaires. Julien le regarda longuement, puis lut chaque ligne avec soin. Quand il referma le dossier, son ton resta calme, mais ferme. « Ce que vous me demandez, c'est d'abandonner mon fils avant même qu'il ne voie le jour. Ce n'est pas une affaire d'argent. » Étienne, d'un ton sec, répliqua. « Vous aviez accepté ce principe dès le départ. Vous n'êtes pas un père. Vous êtes un contributeur génétique. » Julien ne répondit pas. Il se leva et quitta la pièce sans un mot. De plus, ce soir-là, Camille retrouva Julien dans leur petit salon, les yeux perdus dans le vide. Il lui raconta tout sans rien omettre. Elle l'écouta, une main posée sur son ventre déjà bien arrondi. Elle sentit une colère sourde l'envahir. Comment pouvait-on encore parler de cet enfant comme d'un produit négociable? Comment? Étienne pouvait-il espérer effacer un père d'un simple trait de plume? Elle prit la main de Julien et dit doucement « Peu importe ce qu'il écrit ou combien il paie, ce bébé, il saura qu'il aime vraiment. » De son côté, Étienne se referma. Il cessa toute communication directe. Ses avocats prirent le relais pour toutes les interactions. Des documents commençaient à circuler, préparant les formalités administratives à la naissance. Étienne exigeait que tout soit prêt à l'avance. La chambre dans son hôtel particulier, la nounou, le suivi pédiatrique, les cours de parentalité privée. Mais dans cette frénésie d'organisation, un vide grandissait. Il avait l'impression de se préparer à accueillir un fantôme, un être sans chair, sans regard, sans voix. Il ne dormait plus. Il errait dans son appartement, relisant des lettres anciennes de son père, fixant des photographies anciennes de lui enfant, se demandant à quel moment il avait perdu toute capacité à aimer de manière désintéressée. Pendant ce temps, Camille approchait du 7e mois de grossesse. Elle avait arrêté de travailler depuis quelques semaines et passait ses journées à dessiner, à parler au bébé, à cuisiner de petites choses qu'elle partageait avec Julien. Leur routine était simple, presque modeste, mais elle vibrait d'un amour sincère. Les voisins, d'abord méfiants, commencèrent à les saluer, à leur sourire. Le concierge leur offrit un petit landau en bois qu'il avait retrouvé à La Cave. La fleuriste du coin de la rue glissa une peluche dans leur sac de course. Sans rien demander, ils recevaient ce que Paris avait de meilleur à offrir. Une chaleur discrète mais réelle. Julien écrivait toujours. Il rédigeait maintenant une sorte de journal destiné au bébé. Il y racontait les jours, les pensées, les peurs. Il ne savait pas s'il oserait un jour lui remettre ce cahier, mais le remplir le rendait vivant. Chaque mot posé était une promesse silencieuse. Il avait cessé de fuir, de survivre. Il construisait, pour la première fois depuis des années. Mais à l'autre bout de la ville, Étienne préparait une offensive. Il avait compris que Julien ne signerait jamais. Et si Julien reconnaissait l'enfant, alors il lui faudrait une stratégie plus radicale. Ce ne serait plus une question de contrat mais de bataille juridique. Il ne voulait pas perdre ce qu'il considérait toujours comme son héritier légitime. Il commença donc à bâtir un dossier. Éléments psychologiques, conditions de vie, ressources financières. Il voulait démontrer que, malgré les apparences, Julien n'était pas un père viable,
pas un cadre sécurisant. Ce n'était plus une transaction, c'était une guerre froide en préparation. Et aucun des protagonistes ne pouvait encore imaginer jusqu'où cela allait les mener. Lorsque Camille entra dans son 8e mois de grossesse, l'atmosphère devient plus dense. Chaque geste, chaque silence, chaque regard semble imprégné d'anticipation. L'enfant bouge de plus en plus, comme s'il répondait aux voix qui l'entourent. Julien parle souvent au ventre de Camille, y posant des poèmes, des fragments de récits qu'il invente pour faire rire ou apaiser. Camille, malgré les douleurs de la fin de grossesse, rayonne. Elle respire lentement, vit intensément chaque instant, comme si elle voulait que le bébé ressente la sécurité que le monde extérieur commence à menacer. Étienne, de son côté, n'en peut plus de cette attente incertaine. Il a besoin de certitudes, de chiffres, de données concrètes. Les émotions l'épuisent. Les rapports de ses avocats et les réponses évasives de Julien ne font qu'alimenter ses angoisses. Il veut une preuve scientifique de ce qu'il croit encore contrôler. Il contacte alors la clinique privée avec laquelle tout avait commencé, exigeant un test génétique prénatal. Officiellement, ce type d'examen est rare en France dans des cas comme celui-ci, mais les ressources d'Étienne permettent de contourner la procédure habituelle. Il obtient une autorisation exceptionnelle sous le prétexte de vouloir vérifier d'éventuelles anomalies héréditaires. Camille est furieuse en apprenant la nouvelle. Elle y voit une intrusion, une humiliation. Julien tente de la calmer, mais il partage sa colère. Ils se sentent observés, disséqués, réduits à des éléments de laboratoire. Malgré tout, ils finissent par accepter le test, à condition que les résultats leur soient également communiqués. Le prélèvement est effectué dans une clinique discrète du 16e arrondissement. L'acte est rapide, mais invasif. Camille en ressort tremblante, autant d'inquiétude que de douleur. Julien ne la quitte pas d'une semelle. Les jours qui suivent sont lourds de silence. Étienne reçoit les résultats avant eux. Il les ouvre seul, dans son bureau, après avoir fermé les rideaux et coupé son téléphone. Au début, il ne comprend pas ce qu'il lit. Les marqueurs génétiques révèlent des incohérences. Les données ne correspondent pas totalement aux profils attendus. Il y a des correspondances partielles, oui, mais certaines zones d'ADN présentent des écarts inexpliqués. Le rapport ne conclut pas avec certitude. Il recommande un test postnatal pour confirmer ou infirmer les résultats. Étienne sent une sueur froide lui couler dans le dos. Il relit le document 3 fois. Il appelle immédiatement le médecin généticien, exige des explications. Le spécialiste prudent explique qu'il peut s'agir d'un artefact technique, d'une contamination, de l'échantillon ou d'une variante génétique rare. Mais il évoque aussi une hypothèse plus troublante, une possible proximité génétique entre Julien et un autre parent biologique. Cela peut indiquer une parenté non identifiée, comme une fraternité cachée ou un lien de parenté plus complexe. Étienne ne comprend pas immédiatement. Le mot « fraternité » résonne en lui comme un écho lointain, absurde. Il n'a pas de frère, il n'en a jamais eu. Sa mère était stérile après sa naissance, il en est certain. Pourtant, il sent une faille s'ouvrir dans ses souvenirs. Il décide de ne rien dire, ni à Camille, ni à Julien. Mais son comportement change. Il cesse d'envoyer des avocats. Il commence à observer. Il lit les lettres de son père, retrouvées dans une malle, relit les journaux intimes de sa mère décédée. Il commence à chercher dans les registres d'état civil, dans les archives hospitalières. Il veut comprendre. Pendant ce temps, Camille et Julien reçoivent enfin leur copie du rapport. Ils sont aussi perplexes. Le langage technique est opaque, les conclusions floues. Julien, inquiet, commence à douter. Aurait-il été trompé à son insu? Camille le rassure. Elle connaît son corps, elle sait ce qu'ils ont traversé. Elle ne cache rien. Mais Julien ne se sent pas trahi par elle. Il sent que quelque chose d'autre de plus vaste les dépasse. Un soir, Julien retourne dans l'abri sous le pont où il avait passé tant de nuits, comme pour affronter un fantôme. Il y retrouve un ancien compagnon de galère, Michel, un homme âgé et lucide. En parlant du test, Michel lui lance une phrase inattendue. « Tu crois vraiment qu'on est les seuls à avoir perdu notre vie sans que quelqu'un manipule les ficelles au-dessus? Moi je dis que t'as été choisi. Pas ramassé. Choisi. » Julien frissonne. Il n'a jamais pensé à ça. Et s'il faisait partie d'un plan plus ancien, d'un secret plus profond? Il décide alors de fouiller dans ses propres archives. Il écrit à l'université où il a étudié, tente de reconstituer son arbre généalogique.
Il découvre peu à peu que les dossiers d'adoption de sa jeunesse sont incomplets, que certains noms ont été effacés. Camille, enceinte de 35 semaines, sent la tension grimper. Elle voit Julien s'absorber dans ses recherches, parfois absent, parfois obsédé. Elle tente de le ramener à la réalité, mais elle-même commence à ressentir une étrange sensation, celle que leur histoire est le fruit d'un hasard trop parfait, que les événements se sont enchaînés avec une logique qui défie le chaos habituel de la vie. Elle rêve de l'enfant souvent. Dans ses rêves, il a les yeux d'Étienne, mais le rire de Julien. Elle se réveille en sueur, prise d'un vertige qu'elle ne sait expliquer. À l'approche du terme, les trois protagonistes se retrouvent enfermés dans leurs obsessions respectives. Étienne fouille le passé comme un archéologue de sa propre histoire. Julien interroge les fondations de son identité. Camille tente de maintenir un équilibre fragile entre les deux. L'examen, au lieu d'apporter des certitudes, a ouvert une brèche. Et dans cette brèche, le doute s'est engouffré, emportant avec lui ce qu'il restait de maîtrise. L'enfant encore à naître devient l'épicentre d'un tremblement de terre silencieux. Et personne ne sait encore quelle vérité se cache dans son sang. Julien, jusqu'alors perçu par tous comme un homme brisé, commence à montrer une facette de lui que même Camille n'avait pas complètement soupçonnée. Ses recherches autour du test génétique l'ont conduit à s'interroger sur son propre passé. Mais plus encore, elles réveillent en lui des souvenirs qu'il avait enfouis avec soin. Chaque document, chaque courrier administratif, chaque photo ancienne consultée réanime en lui une identité qu'il avait volontairement laissé s'éteindre. Étienne, de son côté, en parallèle de sa propre investigation, engage un détective privé spécialisé dans les archives universitaires et judiciaires. Il ne supporte plus de naviguer dans l'ombre. Il lui faut une réponse claire, un profil complet, une vérité à opposer à ce chaos émotionnel qui le ronge de l'intérieur. Ce que le détective découvre dépasse largement les attentes d'Étienne. Julien Després, avant de devenir un sans-abri, était bien plus qu'un professeur de philosophie provinciale. Il avait été chercheur en sciences sociales, invité à plusieurs conférences internationales, auteur d'articles primés dans des revues de référence et consultant sur des projets liés à la cohésion sociale. Un homme respecté, brillant, engagé dans la réflexion sur l'égalité, les politiques de logement et la réinsertion. Étienne lit ce rapport avec stupéfaction. Comment un tel parcours avait-il pu sombrer dans la misère? La réponse se trouve dans les pages suivantes du dossier. Il y a 7 ans, Julien avait été accusé par un étudiant de manipulation idéologique et de comportements inappropriés dans le cadre d'un projet universitaire sensible. L'affaire avait rapidement pris une tournure médiatique, bien que les preuves fussent faibles et que plusieurs collègues aient pris sa défense. L'administration, soucieuse d'éviter le scandale, avait suspendu Julien sans jugement. Isolé, ruiné moralement et financièrement, il avait quitté l'université, tenté de publier un mémoire qui fut refusé, puis avait tout laissé derrière lui. Étienne referme le dossier, troublé. Ce n'est pas un manipulateur qu'il a devant lui. C'est un homme que le monde a rejeté, puis oublié. Un homme dont la chute ne doit rien au hasard, mais tout à une mécanique cruelle. Pour la première fois, Étienne sent naître une forme d'admiration involontaire. Julien, contrairement à lui, avait connu le respect, l'impact, l'injustice et la reconstruction. Camille, elle aussi, découvre ce passé lorsque Julien lui montre un vieux carnet de notes, couvert de citations, de pensées, de fragments de conférences. Elle est bouleversée. Elle n'avait jamais cherché à savoir qui il était avant la rue. Elle l'aimait pour ce qu'il était devenu à ses côtés. Mais découvrir cette vie antérieure, ce monde perdu, ne fait que renforcer sa tendresse. Julien pourtant semble peu intéressé par l'idée de réhabiliter son image. Ce passé, il l'a digéré, presque accepté. Ce qui compte à présent, c'est l'avenir, ce bébé, cette nouvelle page qu'il veut écrire sans se raccrocher à ce qu'il a été. Mais Étienne, lui, voit dans ce passé une menace. Il comprend que Julien n'est pas un homme perdu, que l'on peut manipuler ou contourner. C'est un intellectuel, un résistant, quelqu'un capable de défendre ses idées, ses droits, et surtout cet enfant. Les peurs d'Étienne se réactivent. Il imagine les scénarios les plus extrêmes. Julien pourrait revendiquer la paternité, médiatiser l'affaire, retourner l'opinion contre lui. Il se sent piégé, démuni. Tout ce qu'il avait voulu éviter, l'émotion, la confusion, la perte de contrôle, lui revient en pleine figure.
Il tente un geste inattendu. Il invite Julien à dîner dans un restaurant discret près du Panthéon. La conversation, d'abord froide, prend une tournure étrange. Étienne demande à Julien ce qu'il compte faire après la naissance. Julien, sans détour, lui répond qu'il n'en sait rien, mais qu'il ne disparaîtra pas. Il ne laissera pas Camille seule, il ne renoncera pas à son fils. Étienne insiste, ce n'est pas ton fils. Tu l'as cédé, en connaissance de cause. Julien le fixe, calme. J'ai cédé un droit, pas un sentiment. Et les sentiments, eux, ne se résilient pas. Le repas se termine sans explosion, mais chacun sait qu'une ligne a été franchie. Étienne retourne chez lui plus troublé que jamais. Il passe la nuit à relire les courriers de sa mère. Une phrase, dans une lettre ancienne, attire son « Attention, ce que j'ai dû abandonner ne te concerne pas. Tu comprendras un jour pourquoi. » Ces mots, qu'il avait toujours interprétés comme une allusion vague à une affaire de famille, prennent soudain un relief étrange. Il fouille dans les archives familiales, cherche dans les registres de l'hôpital où il est né. Il découvre un nom, Després. Ce nom revient à plusieurs reprises dans les documents médicaux. Il ne dort pas. Il cherche encore. Il finit par trouver une mention d'un accouchement sous X, survenu 1 an avant sa propre naissance, dans la même clinique. Les pièces du puzzle commencent à se mettre en place, mais il refuse encore d'y croire. Julien serait son frère ? Cela semble invraisemblable. Et pourtant, tout converge. Les incohérences génétiques, les liens indirects. Dans les archives, le silence de sa mère, le hasard étrange de leur rencontre. Étienne sent une sueur glacée envahir son dos. Et si tout ce projet, cette obsession de la filiation, n'avait été qu'une tentative inconsciente de renouer avec un lien originel perdu? Une revanche contre une histoire familiale incomplète? Il ne dit rien à Julien. Pas encore. Il veut vérifier, avoir la preuve. Il commande un nouveau test génétique, cette fois pour lui-même, en le croisant secrètement avec celui de Julien. Les résultats prendront plusieurs jours. Pendant ce temps, Camille entre dans sa 38e semaine de grossesse. Le bébé bouge beaucoup, elle dort peu, elle pleure souvent sans savoir pourquoi. Julien est à ses côtés chaque nuit. Étienne, lui, attend, enfermé dans un passé qu'il croyait mort et qui est peut-être en train de tout expliquer. Le matin du 22 mai, Paris se réveilla sous une pluie fine et persistante. Le ciel gris enveloppait les toits d'ardoise d'un silence épais, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Camille se leva difficilement. Depuis 2 jours, les contractions s'étaient intensifiées, irrégulières, mais de plus, en plus fréquentes. Julien, toujours attentif, avait déjà préparé leur sac, organisé le trajet vers l'hôpital, installé une playlist douce qu'ils avaient choisie ensemble. Ils savaient que le moment approchait, et avec lui, une transformation irréversible. Vers 11 heures du matin, Camille sentit une douleur plus vive, un tiraillement profond dans le bas du ventre. Elle s'arrêta au milieu du couloir, appuyée contre le mur et murmura simplement « C'est maintenant ». Julien la soutint sans paniquer. Ils appelèrent un taxi car malgré les conseils reçus, Camille avait toujours refusé l'ambulance. Elle voulait arriver à la maternité comme n'importe quelle autre femme. Le trajet fut silencieux. Dans la voiture, elle tenait la main de Julien, les yeux fermés, respirant avec concentration. Lui la regardait avec admiration et crainte. Il sentait qu'une porte s'ouvrait, qu'un nouveau monde était sur le point de naître avec cet enfant. Ils arrivèrent à l'hôpital Lariboisière en fin de matinée. Le personnel les accueillit rapidement, la salle de travail étant prête. Camille fut installée, examinée. Le travail avait bien commencé. Julien, autorisé à rester, auprès d'elle, ne la quitta plus. Il lui mouillait les lèvres, l'aidait à respirer, chuchotait des mots qu'il n'aurait jamais imaginé prononcer dans un tel contexte. Il ne s'agissait plus de philosophie ou de théorie sociale, mais de vie brute, de douleur et de beauté mêlée dans un instant suspendu. Pendant ces longues heures, Étienne restait enfermé chez lui, dans le silence d'un appartement où les rideaux étaient tirés, les lumières éteintes. Il savait que le bébé allait naître aujourd'hui. Il avait reçu l'appel du secrétariat de la clinique, l'informant du début du travail. Mais il n'était pas prêt. Il aurait dû être là, se disait-il. Il aurait dû attendre dans le couloir, avec des fleurs peut-être, ou simplement une présence rassurante. Mais il en était incapable. Il se sentait exclu, étranger, indésirable. L'idée de se rendre à l'hôpital lui nouait l'estomac. Il avait peur de ce qu'il verrait, peur de ce qu'il ne ressentirait peut-être pas.
Peur surtout d'être confronté à ce qui pourrait tout remettre en cause. À 16h45, après 8 heures de douleur, de sueur, de cris contenus et de silences entrecoupés de larmes, Camille mit au monde un garçon. Le bébé pleura immédiatement, d'un cri net et puissant, comme s'il s'imposait au monde avec une volonté claire. Julien, debout près d'elle, sentit ses jambes fléchir. Les larmes montèrent sans qu'il ne tente de les retenir. Camille, épuisée, leva les yeux vers lui et sourit faiblement. Elle tendit les bras et le bébé fut posé contre sa poitrine. Il était chaud, humide, minuscule et parfait. Julien s'approcha et posa sa main sur le dos du nouveau-né. « Bienvenue », murmura-t-il. Il ne savait pas encore quel nom ils allaient lui donner. Cela viendrait plus tard. Pour l'instant, il y avait juste ce moment, pur et suspendu, entre eux trois. Le médecin et les sages-femmes les laissèrent tranquilles, un instant. Julien resta silencieux, assis au bord du lit. Camille caressait les cheveux du bébé. Ils ne disaient rien, mais tout en eux criaient de certitude. Ils étaient une famille, une fragile, instable, inattendue, mais une famille tout de même. Camille se pencha vers Julien. « Il a ton regard, dit-elle doucement. » Julien secoua la tête, ému. « Peut-être, mais il a ton courage. » Étienne, resté chez lui, ne parvenait pas à se concentrer. Il tournait en rond, allumait la télévision, sans écouter, ouvrait des livres sans les lire. À 19h, il se décida. Il enfila un manteau, appela un taxi et demanda à être conduit à l'hôpital. Le trajet lui sembla interminable. Chaque feu rouge lui donnait l'impression d'une épreuve supplémentaire. Arrivé sur place, il hésita à descendre. Il resta un moment dans la voiture, observant les portes automatiques de l'entrée, où passaient des familles et des infirmiers, des patients fatigués. Puis, lentement, il entra. Il demanda à l'accueil la chambre de Camille. Le personnel hésita, demanda son nom. Lorsqu'il se présenta, une infirmière lui indiqua le couloir sans enthousiasme. Il monta, le cœur battant. Devant la porte, il s'arrêta. Il entendait des voix basses, des mouvements feutrés. Il frappa doucement. Camille, encore allongée, tourna la tête. Julien était assis près du berceau. Étienne entra, maladroit. Il regarda autour de lui sans oser approcher. « Il est né à 16h45, » dit Camille. Sa voix était calme, presque apaisée. Étienne acquiesça, approcha lentement. Lorsqu'il vit le bébé dans le berceau, une sensation étrange l'envahit. Ce n'était pas de l'amour immédiat, ni même de l'émerveillement. C'était une peur viscérale. L'enfant avait sur la nuque une petite tache de naissance, un signe brun ovale, presque invisible. Étienne recula d'un pas. Il connaissait cette marque. C'était exactement la même que son père avait eue, et son grand-père avant lui. Il sentit un vertige. La pièce sembla tourner. Il regarda Camille, puis Julien, puis à nouveau le bébé. Cette marque n'était pas banale. Elle n'avait jamais été mentionnée dans les rapports génétiques. Étienne s'éclaircit la gorge. « Je dois parler avec toi, Julien. » Camille, inquiète, se redressa. Julien, confus, se leva. Ils sortirent dans le couloir. Là, Étienne, d'une voix blanche, murmura « Il a la même marque que mon père. Une marque héréditaire, une tache rare. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je dois savoir. Je vais refaire un test. » Julien ne comprit pas immédiatement. Il voulut répondre, mais Étienne le coupa. « Tu ne sais peut-être pas tout. Moi non plus. Mais il y a quelque chose là, quelque chose d'ancien. » Et il partit, laissant Julien seul dans le couloir, l'esprit assailli par un doute plus fort encore que la veille. Les jours suivant la naissance se déroulèrent dans un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Camille, toujours à l'hôpital, se rétablissait doucement, entourée des attentions de Julien. Le bébé, qu'ils nommèrent provisoirement Léon, dormait paisiblement, mangeait bien et semblait déjà reconnaître les voix de ses parents. Julien le portait souvent contre lui, peau à peau, comme conseillé par la sage-femme. Ce contact chaud et régulier créait un lien indéfectible. Camille, quant à elle, dessinait sans cesse le visage de son fils, s'étonnant à chaque croquis de la précision instinctive avec laquelle ses traits revenaient sous son crayon. Mais une ombre persistait. Julien ne pouvait pas oublier le regard qu'Étienne avait eu en voyant la tache sur la nuque du bébé. Cette réaction n'était pas anodine. Il y avait quelque chose dans ce petit signe de peau qui avait réveillé chez Étienne un trouble profond, presque archaïque. Camille avait d'abord tenté de minimiser. « Ce n'est qu'une tache, Julien.
Les bébés en ont souvent. Mais lui ne pouvait pas s'empêcher d'y voir un présage, une énigme. Il connaissait Étienne assez pour comprendre que cet homme ne réagissait pas émotionnellement à la légère. 2 jours après la naissance, Étienne recontacta le laboratoire privé qu'il avait déjà sollicité auparavant. Il fit analyser de nouveau ses propres échantillons, mais cette fois avec une comparaison ciblée, croiser son ADN avec celui de Julien, à l'insu de ce dernier. Il voulait une réponse définitive. Il n'était pas médecin, ni généticien, mais il sentait au plus profond de lui que cette tâche n'était pas une coïncidence. Le doute le rongeait depuis trop longtemps, et le silence de sa mère dans les dernières années de sa vie prenait désormais une signification plus lourde. Attendant les résultats, il se replongea dans les archives familiales. Il relut les lettres, les journaux, les certificats. Il visita même l'ancienne maison de ses parents à Saint-Germain-en-Laye, désormais vide, en vente depuis plusieurs années. Là, dans un vieux coffre au grenier, il découvrit une série de lettres soigneusement pliées, jamais ouvertes. Elles venaient d'un orphelinat parisien adressées à sa mère dans les années 70. Certaines mentionnaient un enfant confié sous X, des rendez-vous médicaux, une adoption différée. Étienne sentit son souffle se bloquer. Le nom du nourrisson figurait sur une fiche, Julien Després. Le monde chancela sous ses pieds. Il s'assit au milieu de la poussière et relut chaque ligne. Sa mère, qu'il avait toujours connue rigide, discrète, presque absente, avait porté un enfant avant lui. Un fils qu'elle n'avait jamais reconnu officiellement, qu'elle avait confié dans le secret. Julien. L'homme qu'il avait rencontré par hasard, choisi comme donneur, était en réalité son demi-frère. L'information le frappa avec une brutalité inouïe. Il se revit plus jeune, seul à table, sa mère souvent plongée dans ses pensées, son père distant. Il comprit d'un coup ce vide familial qu'il n'avait jamais pu expliquer. Pendant ce temps, Camille et Julien profitèrent de leurs derniers jours à l'hôpital avant le retour à la maison. Ils prenaient soin l'un de l'autre, riaient doucement malgré la fatigue. Julien pourtant était inquiet. Étienne ne donnait plus signe de vie depuis sa visite à l'hôpital. Cette absence ne ressemblait pas à un simple retrait. C'était une forme de repli stratégique. Il avait cette sensation que quelque chose se préparait, quelque chose de silencieux et déterminant. Le 5e jour, Étienne réapparut. Il appela Julien et lui demanda un rendez-vous. Pas à l'hôpital, mais dans un café du quartier latin, discret et presque vide à cette heure. Julien accepta, bien que méfiant. Lorsqu'il arriva, Étienne était déjà là, un dossier fermé, devant lui les mains croisées. Il semblait plus vieux, plus marqué. Julien s'assit sans un mot. « Je sais », dit Étienne, après un long silence. Julien fronça les sourcils. « Je sais qui tu es, ou plutôt, qui tu étais. Ce que ma mère n'a jamais dit, ce que ton dossier ne disait pas non plus. J'ai les preuves, les tests, les lettres. Tu es mon frère, Julien. » Julien ne répondit pas. Le mot résonna en lui avec violence. Il ne comprenait pas. Il croyait à un piège. Mais Étienne sortit les lettres, les documents, les résultats. Julien lut, lentement, sans un mot. Tout concordait. Les dates, les lieux, les noms. Il posa les papiers, recula sa chaise. Il se leva, tremblant. « Pourquoi » demanda-t-il simplement. Étienne ne sut que répondre. Il haussa les épaules, comme un homme qui ne possède plus aucune certitude. « Je ne savais pas, jusqu'à ce que je voie la tâche, et même là, je refusais d'y croire. Mais c'est vrai, on est frères. » Julien s'assit à nouveau. Il posa les mains sur la table. Il respira profondément. « Alors cet enfant, il est ton neveu. » Étienne hocha la tête, les yeux humides. Un silence épais s'installa entre eux. Julien pensait à Camille, à Léon, à ce que cette révélation allait changer. Il se sentait à la fois trahi et soulagé. Ce n'était pas un hasard, leur rencontre. Ce n'était pas un simple contrat. C'était quelque chose d'ancré, de lointain, de presque inéluctable. Étienne, lui, voyait sa propre obsession sous un jour nouveau. Il avait cherché à acheter une descendance, à fabriquer un héritier, alors que le destin lui avait offert bien plus. Une famille éclatée mais réelle, une vérité plus puissante. Que tous les contrats du monde. Ils restèrent là sans parler. 2 hommes unis par le sang, séparés par le silence d'une mère qui avait cru protéger chacun d'eux par l'oubli.
L'enfant qu'ils avaient mis au monde, chacun à sa manière, devenait le lien entre une histoire effacée et un avenir à reconstruire. Rien ne serait plus comme avant. Mais pour la première fois, ils comprirent que tout ce qu'ils avaient vécu de la rue à la richesse, du rejet à la renaissance, les avait conduits à cet instant précis. Une tache sur la nuque d'un bébé venait de tout révéler. Le lendemain de leur rencontre au café du quartier latin, Julien se réveilla. Plus tôt que d'habitude, l'esprit encore engourdi par la révélation de la veille. Le mot « frère » continuait de résonner en lui avec une force que rien ne pouvait contenir. Camille dormait paisiblement, Léon contre elle, respirant d'un souffle léger et régulier. Julien se leva sans bruit, s'approcha de la fenêtre et resta de longues minutes à observer la rue, les passants, la lumière filtrant entre les immeubles. Il ne savait plus très bien comment nommer ce qu'il ressentait. Ce n'était pas seulement de la surprise, c'était une déchirure lente, une brèche dans son identité. Toute sa vie, il s'était cru seul, sans racines, sans filiation. Et maintenant, il apprenait qu'il avait un frère riche, puissant, influent. Un frère qu'il avait approché comme on engage un inconnu, sans savoir qu'il partageait le même sang. Dans l'après-midi, il décida de ne rien dire à Camille immédiatement. Il voulait d'abord vérifier lui-même certains détails, s'assurer que ce qu'il avait lu n'était pas le fruit d'un montage émotionnel. Il retourna à la mairie du 17e arrondissement où il avait tenté des mois auparavant de consulter ses propres dossiers d'origine. Cette fois, muni des informations fournies par Étienne, il put retrouver des correspondances claires. L'acte de naissance original, bien qu'anonyme, avait été modifié dans les années 80. La mention marginale indiquait une adoption prononcée en faveur d'un couple de province après une renonciation volontaire de la mère biologique, Claire Morel. Julien sentit ses jambes trembler. Ce nom, il l'avait déjà lu dans les lettres que lui avait remises Étienne. Claire Morel, la mère d'Étienne, sa mère. Le mot était difficile à prononcer intérieurement. Sa mère, celle qu'il n'avait jamais connue, qu'il n'avait jamais imaginée dans sa vie, prenait soudain un visage. Il se demanda comment elle avait pu faire ce choix, pourquoi elle l'avait abandonné, pourquoi elle ne l'avait jamais cherché. Puis il pensa à Étienne et se demanda comment leur mère avait pu garder ce secret pendant toutes ces années. Avait-elle eu honte? Avait-elle cru bien faire? Ou bien avait-elle simplement obéi aux règles rigides de son époque où un enfant né hors mariage, surtout dans un milieu aisé, représentait une faute à effacer? Le soir de retour à l'appartement, Camille comprit immédiatement que quelque chose avait changé. Julien lui raconta tout. Il ne sauta aucun détail. Il parla de la marque sur la nuque de Léon, des résultats génétiques, des lettres de Claire Morel, des archives de l'orphelinat. Camille l'écouta muette, tenant Léon contre sa poitrine. Lorsqu'il eut fini, elle murmura « Alors ton fils est aussi ton neveu ?» Julien ne répondit pas. Il s'assit à côté d'elle, posa une main sur sa jambe. Ce qu'on vit dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. On a commencé cette histoire dans le mensonge, mais maintenant on est au cœur d'une vérité qu'on ne peut plus ignorer. Les jours suivants furent remplis de tension. Étienne, de son côté, s'enfonçait dans un silence méditatif. Il ne parlait plus à ses avocats, ne lisait plus les rapports. Il avait annulé plusieurs rendez-vous professionnels. Dans l'intimité de son appartement, il relisait les lettres de sa mère, tentait de deviner ce qu'elle aurait pu lui dire si elle avait vécu plus longtemps. Il découvrait dans ses écrits une sensibilité qu'il ne lui connaissait pas. Dans une note griffonnée, à la hâte, il lut « Il y a des choses qu'on fait par amour et qu'on regrette toute sa vie ». Étienne s'attarda longuement sur cette phrase. Il comprit que sa mère avait souffert. Il comprit aussi que toute sa propre construction, son ambition, son besoin de contrôle, sa quête d'un héritier, n'était qu'un écho inconscient de ce vide initial. Une semaine plus tard, Camille proposa une rencontre à trois. Pas pour confronter, pas pour juger, mais pour comprendre. Ils se retrouvèrent dans un jardin public du 14e arrondissement, à l'écart des regards. Camille tenait Léon dans ses bras, enveloppé dans une couverture bleue. Julien se tenait à côté d'elle. Étienne les rejoignit, mains dans les poches, le visage fermé. Il les observa un instant avant de s'asseoir. Le silence fut long, puis Camille parla. « Nous devons décider ensemble de ce que nous allons dire à cet enfant un jour. Il a le droit de savoir d'où il vient. Il a le droit de savoir qui l'aime. » Étienne hocha la tête.
Il n'avait plus de stratégie, plus de plan. Il écoutait. Julien prit la parole à son tour. « Je ne veux rien te prendre, Étienne. Je ne veux pas t'exclure, mais je ne peux plus te laisser croire que ce bébé est un projet que tu maîtrises. Il est réel, il est vivant, et il est notre lien. » Étienne leva enfin les yeux vers lui. « Je le sais, et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour qu'il... » Qu'est-ce que nous n'avons jamais eu? Une famille. Ce fut un début. Fragile, incertain, mais réel. Une fissure dans la muraille de rancune, une brèche dans le mur de solitude. À travers Léon, les deux frères commencèrent à se parler non plus comme deux étrangers réunis par hasard, mais comme deux âmes blessées que le destin avait réunies pour réparer quelque chose de plus ancien qu'eux-mêmes. Camille, témoin silencieuse de cette reconstruction, sentit qu'ils étaient enfin prêts à écrire une histoire différente, à trois, sans effacer les douleurs, mais en leur donnant un sens nouveau, un sens qui commencerait peut-être par le mot « frère ». Après la rencontre dans le jardin public, le calme apparent qui s'était installé ne tarda pas à révéler ses failles. Ce qui avait semblé un instant de réconciliation se transforma en point de bascule. Étienne retourna chez lui ce soir-là avec un poids plus lourd que celui de l'incompréhension. Il se rendit compte qu'il ne savait plus qui il était. Pendant toute sa vie, il avait construit son identité autour d'une lignée, d'un nom, d'une position sociale. Il s'était persuadé qu'il était le dernier maillon d'une chaîne illustre, celui qui devait prolonger l'héritage, transmettre, perpétuer. Mais maintenant, ce projet s'effondrait. Léon, l'enfant qu'il voulait appeler son fils, n'était pas le fruit d'un contrat froid, mais le lien de sang entre un frère perdu et une femme qu'il n'avait jamais vraiment regardé autrement. Que, comme une collaboratrice dans un plan logistique, il passa des nuits entières à marcher dans son salon, à relire les termes du contrat, non plus pour y chercher des failles juridiques, mais pour y mesurer la violence symbolique. Il se revit imposant des clauses, fixant des délais, parlant de transfert de garde, comme s'il s'agissait d'un bien et non d'un être humain. Chaque mot résonnait maintenant comme une insulte. Il comprenait enfin que ce qu'il avait voulu bâtir n'était pas une famille, mais un monument à sa propre solitude. Le vrai lien, celui qu'il avait toujours cru pouvoir forcer, ne se décidait pas dans un cabinet d'avocats. Julien, de son côté, vivait une tempête intérieure différente. Apprendre qu'il était le frère d'Étienne ne l'avait pas seulement bouleversé sur le plan émotionnel. Cela avait rouvert des blessures anciennes, réveillé des souvenirs flous de l'orphelinat, des bribes de phrases entendues sans jamais les comprendre. Il passait des heures à observer Léon dormir, se demandant ce qu'il pourrait lui dire un jour. Devait-il lui révéler la vérité dès l'enfance? Attendre qu'il soit assez grand pour comprendre? Comment expliquer à un enfant qu'il était né d'un contrat, puis devenu le trait d'union d'une fratrie séparée avant même de s'être connue? Camille l'écoutait sans juger. Elle sentait la gravité de ce qu'il portait, mais elle refusait que leur présent soit entièrement dicté par le passé. Elle proposa alors de faire une pause, de prendre du recul. Ils partirent tous les trois quelques jours en Normandie, dans un petit gîte près de la mer, appartenant à une amie d'enfance. Là, loin de Paris, des hôpitaux, des avocats, des origines troubles, ils retrouvèrent un peu de légèreté. Julien portait Léon sur son torse, enveloppé dans une écharpe. Camille dessinait les vagues, les dunes, les nuages. Ils riaient à nouveau. Mais même dans cette paix provisoire, Étienne n'était jamais totalement absent de leurs pensées. À son retour à Paris, Julien décida de confronter son frère une dernière fois. Il le trouva dans un état d'abandon, la maison, plongée dans une semi-obscurité, les volets fermés, les pièces désordonnées. Étienne s'était coupé de tout. Julien entra sans demander la permission, posa Léon dans son berceau portatif et s'assit. Étienne ne dit rien. Il se contenta de regarder l'enfant dormir. Après un long silence, il murmura « Je voulais être son père, mais je me rends compte que je ne suis même pas un homme entier. » Julien lui répondit calmement « Tu as toujours été plus que ce contrat. Ce que tu ressens maintenant, cette confusion, cette douleur, c'est exactement ce que c'est que d'aimer. Tu ne peux pas posséder un enfant, tu peux seulement te battre pour être digne de l'aimer. » Étienne secoua la tête. « Je ne sais pas si je mérite ça. Tout ce que j'ai fait, c'était pour moi, pour réparer quelque chose que je n'avais même pas compris. Et maintenant que je sais, je ne sais plus comment vivre avec. » Julien se leva, prit Léon dans ses bras. « Alors commence par être là, pas pour l'héritage, pas pour le sang, juste pour lui.
Après cette conversation, Étienne fit un effort visible. Il reprit contact avec Camille, demanda des nouvelles de Léon, proposa de venir les voir régulièrement sans imposer. Il offrit son aide sans condition, demanda pardon à plusieurs reprises, même s'il ne trouvait pas toujours les mots justes. Camille, prudente, accepta sa présence avec lenteur sans lui ouvrir la porte en grand, mais sans la refermer non plus. Léon, lui, grandissait vite. À 3 mois, il fixait déjà les visages avec une intensité rare. Il riait aux éclats avec Julien, trouvait refuge dans les bras de Camille, observait Étienne avec une curiosité presque méditative. C'était comme s'il comprenait que cet homme, silencieux et nerveux, avait une place particulière, même s'il n'en connaissait pas encore le nom. Étienne ne savait pas comment l'appeler. Il n'était ni père ni oncle dans le sens traditionnel. Il était un homme qui apprenait à aimer sans attendre de retour. La crise d'identité qu'il vivait se transforma peu à peu. Il renonça à l'idée de transmission génétique. Il vendit une partie de ses actions dans ses sociétés, commença à investir dans des projets sociaux, notamment ceux liés à la réinsertion des sans-abri. Il comprenait désormais ce qu'avait vécu Julien, et il voulait agir. Non pas pour se racheter, mais parce qu'il avait compris. Il assista un soir à une conférence de Julien dans une petite salle de la Sorbonne. Julien parlait de la dignité humaine, du droit à l'erreur, du besoin de lien. Étienne, au fond de la salle, écouta sans être reconnu. Il sentit ses larmes monter, non pas de tristesse, mais de reconnaissance. La crise d'identité ne disparut pas. Elle devint un compagnon, une cicatrice visible que chacun portait en silence. Mais dans cette faille, quelque chose de nouveau avait germé. La possibilité d'un lien libre, choisi, sans contrat, sans héritage à préserver, seulement l'élan de construire ensemble ce que la vie avait failli leur voler. Un avenir. La reconstruction fragile entre les 3 adultes aurait pu suivre son cours, empreinte d'humanité, de lente maturation, si le passé contractuel ne s'était pas réveillé brutalement, convoqué par la peur sourde d'Étienne face à ce qu'il ressentait comme une perte de maîtrise définitive. Malgré les tentatives de rapprochement, les visites régulières et l'engagement sincère auprès de Léon, une angoisse persistante l'assaillait à chaque nuit solitaire dans son appartement silencieux. Il avait appris à aimer cet enfant, mais il ne pouvait s'empêcher de craindre que cet amour, désormais hors des cadres juridiques qu'il avait autrefois cru pouvoir imposer, lui soit un jour retiré. Un soir d'automne, poussé par cette insécurité viscérale, il convoqua son avocat personnel. Il voulait savoir s'il existait une voie, même ténue, pour faire reconnaître une forme de filiation légale, ou à tout le moins obtenir une garde partielle. Il ne parlait pas en termes d'appropriation, du moins plus consciemment, mais de lien durable à formaliser. L'avocat, après analyse du contrat initial et des événements postérieurs, émit une hypothèse. Ouvrir une procédure civile en vue de la garde partagée, en s'appuyant sur le contrat signé entre les parties et sur la présence affective constante d'Étienne depuis la naissance. Il avertit que la démarche serait risquée, car elle pouvait être perçue comme une tentative de récupérer par la force ce qui avait été volontairement cédé. Étienne, pourtant, n'hésita pas longtemps. Il avait trop perdu en silence. Il pensait n'avoir plus rien à dissimuler. Lorsque Julien reçut la convocation du tribunal, il fut foudroyé. Il relut le courrier 3 fois, puis s'effondra sur le canapé. Camille, qui nourrissait Léon, accourut immédiatement. Julien lui tendit le document. Elle lut en silence, le visage blême. Étienne avait saisi le juge aux affaires familiales pour demander la garde partagée de l'enfant, en s'appuyant sur son implication dans la naissance, le contrat signé avant la conception et les liens qu'il avait tissés avec Léon depuis plusieurs mois. Il ne contestait pas la filiation biologique, mais demandait une reconnaissance légale de sa place dans la vie de l'enfant. Camille fut d'abord frappée par une colère sourde. Elle avait cru à la transformation d'Étienne. Elle l'avait vu jouer avec Léon, le voir sourire à ses grimaces maladroites, lui offrir des livres, lui chanter des berceuses hésitantes. Et maintenant, il utilisait les armes froides de la justice pour obtenir ce que la vie ne lui avait pas donné spontanément. Julien, lui, ressentit un mélange complexe de trahison et de résignation. Il savait qu'Étienne n'agissait pas par haine, mais par peur. Et c'est cette peur, paradoxalement, qui blessait le plus, l'incapacité d'avoir fait naître en lui une confiance totale. Les médias ne tardèrent pas à s'emparer de l'affaire.
Le nom d'Étienne Morel attirait les journalistes comme une lumière attire les insectes. Les articles se multiplièrent. Un millionnaire poursuit le père biologique d'un enfant conçu sous contrat. Quand la richesse veut dicter, les liens du cœur. Julien refusa toute interview. Il ne voulait pas faire de cette histoire un spectacle. Camille resta dans l'ombre, protégeant Léon. Étienne, de son côté, fut contraint de se taire. Ses avocats lui interdirent toute déclaration publique. Mais l'opinion avait déjà pris position. L'image d'un homme d'affaires tentant d'imposer une parentalité par la force ne suscitait que peu de compassion. À l'audience, la tension fut presque insupportable. Camille et Julien, assis côte à côte, tenèrent la main l'un de l'autre. Léon, laissé à une nourrice à l'extérieur, n'était pas présent. Étienne arriva seul, encadré par 2 avocats. Il avait le visage fermé, mais ses yeux trahissaient une fatigue immense. Le juge, une femme d'une 50aine d'années, demanda le silence, puis donna la parole à chaque partie. Étienne expliqua sa démarche, non pas comme une volonté de possession, mais comme une tentative désespérée de ne pas être effacé de la vie d'un enfant qu'il aimait. Julien prit la parole à son tour avec calme mais fermeté. Il rappela l'accord initial, les changements de position d'Étienne, son retrait au moment de la naissance, puis son retour progressif. Il parla surtout d'amour. Pas celui qu'on déclare dans les mots, mais celui qu'on démontre par la constance, la patience, la présence. Camille, enfin, fut invitée à témoigner. Elle se leva, s'avança et regarda successivement Étienne, le juge, puis la salle. Sa voix était claire, posée, mais chargée d'émotion. « J'ai accepté de porter cet enfant dans des conditions qui me semblaient justes à l'époque. Je ne savais pas ce que je ressentirais, ni pour lui, ni pour Julien. Ce que j'ai découvert, c'est qu'un enfant ne naît pas d'un contrat. Il naît d'un regard, d'un geste, d'un silence partagé. Étienne, je ne vous hais pas. Mais vous êtes parti au moment où Léon est né. Vous avez mis des semaines avant de venir. Et même là, vous avez toujours gardé cette distance, ce doute. Julien, lui, était là. Chaque nuit, chaque matin. Il ne m'a jamais demandé de justifier ce que je ressentais. Il a juste été là. Le silence qui suivit son témoignage fut dense. Le juge nota quelques mots, puis leva l'audience. La décision serait rendue dans 2 semaines. À la sortie, Étienne ne chercha pas à parler à Camille ni à Julien. Il monta dans une voiture noire et disparut dans la circulation. Julien, tenant Léon contre lui, regarda le ciel gris. Il ne savait pas ce que déciderait la justice. Mais dans son cœur, il avait déjà fait la paix avec une chose. Il n'aurait jamais dû entrer dans cette histoire pour l'argent. Et pourtant, c'était l'unique décision de sa vie qui avait transformé son destin. Le matin du verdict, Paris semblait suspendu dans une brume douce et silencieuse. Julien se leva tôt, incapable de trouver le sommeil, et passa de longues minutes à observer Léon qui dormait paisiblement contre Camille. Il n'était pas inquiet pour lui-même, ni même pour l'avenir immédiat de leur famille. Ce qui l'angoissait, c'était la possibilité que l'incertitude juridique devienne une menace permanente dans leur quotidien. Que Étienne, malgré ses efforts récents de rapprochement, ne puisse jamais s'extraire entièrement de l'ombre du contrat initial. Julien n'était pas en colère ce jour-là. Il était juste las, fatigué de devoir sans cesse prouver que l'amour, quand il est sincère, devrait suffire à légitimer un lien. Camille, elle aussi, ressentait une tension particulière. Ce n'était pas seulement une affaire de garde. C'était la reconnaissance de leur histoire, de leur chemin, de leur choix d'être ensemble au-delà du cadre qui les avait réunis. Elle prépara Léon avec soin, même s'il ne viendrait pas au tribunal. Elle voulait qu'il sente, malgré son âge, que ce jour était important. Julien et elle prirent un taxi pour le palais de justice, mains serrées, cœur lourd, mais décidés à faire face. La salle d'audience était sobre, les bancs de bois glacés, la lumière crue filtrant par les vitraux supérieurs. Étienne arriva quelques minutes plus tard, seul, vêtu sobrement, sans avocat visible à ses côtés. Il semblait plus calme, presque détaché, comme si une décision intérieure l'avait déjà préparé à ce qui allait suivre. Il s'installa à l'écart, sans regarder directement Julien ni Camille. Le silence s'installa alors que le juge entrait dans la salle. Le discours d'ouverture fut bref. La juge rappela les faits, l'origine du contrat, les circonstances de la naissance, les changements intervenus depuis et la demande d'Étienne. Puis elle résuma les arguments de chaque partie avant de prononcer la décision. Le tribunal ne reconnaissait pas de base légale suffisante pour accorder à Étienne un statut de père ou de tuteur légal.
La demande de garde partagée était rejetée. En revanche, le juge souligna l'importance de préserver un environnement équilibré pour Léon et suggéra, à titre non contraignant, que des rencontres encadrées puissent avoir lieu si toutes les parties y consentaient. Julien sentit ses épaules s'abaisser, comme si un poids immense venait de glisser. Camille le regarda et hocha lentement la tête. Ils ne jubilèrent pas. Ils ne se prirent pas dans les bras. Ils restèrent assis, silencieux, touchés par une vague de soulagement profond. Étienne, lui, ne bougea pas. Il fixait un point invisible devant lui. Puis il se leva doucement, demanda la parole d'un signe au juge qui acquiesça. Il s'approcha du micro, inspira longuement et dit simplement « Je retire toute prétention à un droit sur cet enfant. Je suis venu ici pour comprendre ce que j'étais prêt à perdre. Et aujourd'hui, je réalise que la seule chose que je peux offrir, c'est la liberté, celle de ne pas m'imposer, celle de ne pas briser un équilibre que je n'ai pas su construire. Je ne demande plus rien. Mais si un jour Léon veut me connaître, je serai là. Et s'il ne veut pas, je l'aimerai en silence. » Il se retourna ensuite vers Camille et Julien. « Je ne vous demande pas pardon. Ce que j'ai fait, je l'ai fait en pensant bien faire. Mais je comprends maintenant que l'amour ne se prouve pas par des recours. Il se prouve en s'effaçant. » Puis il quitta la salle, sans bruit, laissant derrière lui un silence lourd d'émotions. Les jours suivants furent marqués par une certaine torpeur. Camille et Julien reprenèrent leur routine. Léon grandissait, gazouillait, découvrait le monde avec l'émerveillement des premiers mois. Mais il y avait aussi une forme de tristesse discrète dans leur quotidien. Étienne, depuis le verdict, avait disparu. Il n'avait pas répondu aux messages, n'avait pas cherché à revoir Léon, ni à reparler de leur lien de parenté. Julien s'en inquiéta, puis comprit. Ce retrait n'était pas un abandon. C'était un choix, un geste de respect. Un soir, en rentrant d'une promenade, ils trouvèrent une enveloppe glissée sous leur porte. À l'intérieur, une lettre manuscrite sur un papier sobre. « Chère Camille, Julien et Léon, je voulais vous remercier de m'avoir permis, même un instant, de faire partie de votre histoire. J'ai longtemps cru que l'amour devait se mériter par la réussite, la possession, la continuité du nom. Mais vous m'avez appris que l'amour vrai est celui qui reste, même sans condition. J'ai transféré à votre nom un fonds pour les études de Léon. Ce n'est pas un achat, c'est un geste de foi. J'ai également cédé un bien à Montreuil, pour que vous puissiez y vivre si vous le souhaitez. Ce n'est pas un dû, c'est une offrande. Je ne viendrai pas frapper à votre porte, mais je la laisserai entr'ouverte, de mon côté. À Léon. De décider un jour s'il souhaite entrer, avec respect et tendresse, Étienne. » Camille lut la lettre à voix haute. Julien resta silencieux. Ils comprirent alors que quelque chose avait changé. Étienne n'était plus un adversaire, ni même un spectre du passé. Il était devenu ce qu'il aurait peut-être toujours dû être, un frère en exil intérieur, apprenant à aimer autrement. Ce soir-là, ils bercèrent Léon en silence, la lettre posée sur la table. Et pour la première fois depuis longtemps, ils se sentirent légers. Ils ne savaient pas de quoi demain serait fait. Mais ils savaient qu'ils avaient tous fait, chacun à sa manière, le choix définitif. Celui de ne plus se battre pour posséder, mais pour exister les uns avec les autres, sans obligation, sans promesse, mais avec une vérité qu'aucun tribunal ne pourrait jamais annuler. Les mois qui suivirent le verdict s'écoulèrent avec une lenteur douce, presque méditative. Paris entrait dans un nouveau printemps. Et Camille, Julien et Léon s'étaient installés dans la maison de Montreuil, offerte par Étienne. C'était une bâtisse ancienne, avec un petit jardin envahi par le lierre, un atelier vitré au fond du terrain que Camille transforma en espace de dessin, et une bibliothèque poussiéreuse que Julien entreprit de remettre en ordre. Ils y vécurent sans luxe, mais avec un sentiment de paix inattendu, comme si chaque pièce, chaque meuble, chaque craquement du parquet offrait une forme de réparation. Léon grandissait vite. Il avait désormais 8 mois, prononçait des sons qui ressemblaient à des débuts de mots, riait aux éclats quand Julien jouait à cache-cache, pleurait fort lorsqu'il voulait attirer l'attention de Camille et s'endormait souvent dans les bras de l'un ou de l'autre, bercé par les voix qu'il connaissait mieux que tout. Ses cheveux avaient foncé. Ses yeux gardaient cette teinte ambrée que personne ne pouvait clairement relier à un parent unique. Il ressemblait à lui-même. Il devenait quelqu'un. Et dans chaque geste qu'il accomplissait, ses parents voyaient un monde se créer. Étienne, fidèle à sa parole, ne vint pas.
Il ne chercha pas à reprendre sa place, mais il écrivit à intervalles réguliers des lettres à Julien, des lettres sobres, jamais intrusives, parfois pour demander des nouvelles de Léon, parfois pour partager une réflexion, une lecture, un souvenir. Julien répondait de manière irrégulière mais sincère. Ce lien épistolaire devint leur manière de reconstruire une fraternité qu'ils n'avaient jamais eue en dehors des regards, en dehors des règles. Camille, un jour, lut une des lettres d'Étienne posée sur la table de la cuisine. Il y écrivait « Je ne suis plus certain de ce qu'est un héritier, mais je sais que Léon est le prolongement d'une histoire que je n'ai pas choisie, mais que j'ai le devoir d'honorer. » Elle replia la lettre, l'attacha avec un ruban rouge et la rangea dans une boîte où elle conservait tous les souvenirs de la grossesse, les échographies, les premiers dessins de Julien, les premiers habits de Léon. Elle ne savait pas si un jour elle montrerait cette boîte à son fils, mais elle voulait qu'elle existe. Un an passa ainsi, dans cette routine faite de lenteur, d'éveil, d'amour discret. Julien reprit peu à peu son travail d'écrivain, rédigeant un essai sur les familles non traditionnelles et les liens choisis. Camille exposa à nouveau ses illustrations dans une petite galerie du 11e arrondissement. Léon, curieux de tout, apprit à marcher à 15 mois. Il courait désormais dans le jardin, riant aux éclats en poursuivant un ballon rouge que Julien lui avait offert. Ils formaient un trio soudé, marqué par l'épreuve, mais jamais défini par elle. Un matin de juin, Étienne appela. Ce fut Julien qui décrocha. La voix de son frère était posée mais chargée d'un trouble qu'il reconnut immédiatement. Étienne lui demanda s'il pouvait venir leur parler, non pour revoir Léon, mais pour partager une décision importante. Julien accepta. Il prévint Camille qui acquiesça sans poser de questions. Étienne arriva le lendemain, il avait changé. Son costume était plus simple, sa posture moins rigide. Il entra dans la maison comme on entre dans un lieu sacré, avec respect. Il salua Camille avec une pudeur silencieuse, serra la main de Julien. Léon, dans les bras de sa mère, le regarda longuement, sans peur mais sans reconnaissance particulière. Il s'accrocha simplement à Camille, comme pour dire qu'il était là où il devait être. Ils s'assirent dans le jardin. Étienne prit un petit dossier dans sa sacoche, mais ne l'ouvrit pas immédiatement. Il regarda autour de lui, respira profondément, puis se lança. « Je vends mes parts dans toutes mes entreprises. Je ferme un cycle. Je ne veux plus passer ma vie à gérer des comptes, à accumuler, à contrôler. Je vais créer une fondation. Elle portera le nom de notre mère. Elle financera des projets éducatifs pour les enfants issus de milieux instables. Je veux que Léon, s'il le souhaite un jour, en soit le protecteur. Pas l'héritier, pas le patron. Juste celui qui veille. » Julien et Camille échangèrent un regard. Ce n'était pas une demande. C'était un don, une offrande silencieuse, sans obligation. Étienne sortit ensuite un petit coffret qu'il tendit à Julien. À l'intérieur, une montre ancienne ayant appartenu à leur père et une lettre. Julien l'ouvrit. Elle était manuscrite, datée de plusieurs décennies. Son père y parlait de ses regrets, de ses peurs, de ce qu'il n'avait pas su transmettre. Julien lut en silence, les yeux humides. Étienne se leva, remercia et s'éloigna. Il ne revint pas ce jour-là. Mais il avait laissé derrière lui autre chose qu'un souvenir, une graine. Quelques mois plus tard, Camille organisa une petite fête pour les 2 ans de Léon. Des amis proches vinrent, des enfants jouèrent dans le jardin, des rires remplissaient l'air. Au milieu de l'après-midi, une enveloppe fut remise à Julien. Aucune adresse, aucune signature. À l'intérieur, une photographie. Léon, photographié, de dos, jouant dans le jardin, sa tache de naissance bien visible sur la nuque. Au verso, une phrase écrite à la main. « Ce que l'on transmet vraiment, c'est ce que l'on apprend à aimer sans condition. » Julien garda cette photo dans un cadre au-dessus du bureau. Il savait que Léon poserait des questions un jour. Il lui répondrait, pas avec des contrats ni des récits de conflits, mais avec cette histoire, celle d'un enfant né d'un contrat, devenu le cœur battant d'une réconciliation, celle d'un homme brisé redevenu frère, celle d'une femme libre, devenue mère sans jamais renoncer à elle-même, et surtout celle d'un héritage que personne n'avait prévu, celui de l'amour, transmis non pas par le sang mais par le choix.